Écoute. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogoda et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. Les RDF exercent la direction et le contrôle effectif des opérations de l'AFC M23, engageant ainsi la responsabilité de l'État rwandais. La République démocratique du Congo n'esquivera jamais sa responsabilité de protéger ses populations partout où elles sont menacées. Elle privilégiera la voie diplomatique, mais ne renonce ni à sa souveraineté, ni à la sécurité de ses citoyens. J'ai expliqué ici que cet accord ne peut pas durer pour une raison simple. Il repose sur une confiance artificielle entre des acteurs dont les intérêts sont totalement opposés. Cet accord semble taillé sur mesure pour booster l'ego et les intérêts de Donald Trump au détriment d'un bénéfice tangible pour les parties en conflit. Ils ne veulent pas cette paix. L'instabilité actuelle permet un accès bon marché via des chaînes d'approvisionnement illégales. Les multinationales, par leur appétit pour des minerais bon marché, ont peu d'incitation à une paix stable. On ne peut pas parler de paix quand l'un cherche réellement à stabiliser, tandis qu'un autre veut légitimer son vol et son pillage en blanchissant les criminels, et qu'un troisième avance discrètement ses positions militaires, économiques ou territoriales dans ton pays. La balkanisation de la RDC est toujours d'actualité. L'accord est une façade diplomatique pour le Rwanda, pas un mécanisme durable. Et quand vous allez vous réveiller, il sera trop tard. Cet accord n'est pas là pour régler les causes profondes du conflit. Et quand tu le dis, on t'insulte, on dit que tu ne connais rien. Et le jour où tout explosera, les mêmes reviendront nous exiger de dénoncer. Trump a déjà imposé un soi-disant accord de paix à Gaza. Est-ce que ça a empêché l'entité de continuer ses frappes? Maintenant, il veut forcer un accord en Ukraine. Vous pensez vraiment que lorsqu'il quittera la scène, la guerre ne reviendra pas entre la Russie et l'Ukraine? Tous les conflits que Donald Trump croit pouvoir sceller sous la menace et la pression vont simplement redémarrer une fois qu'il ne sera plus là. Chers Congolais, la libération du Congo dépend que du peuple congolais. Écoutez-les. Entre Poutine et Zelensky, Trump a désormais choisi. Le président américain veut faire pression sur le président ukrainien pour qu'il accepte le plan proposé, peu importe les moyens. Il a même accusé Volodymyr Zelensky de ne pas avoir lu sa proposition de paix pour l'Ukraine, un reproche de très mauvais augure, alors que les Européens sont en ce moment à Londres pour soutenir l'Ukraine. Donc les Ukrainiens, le problème, ils sont coincés dans une espèce d'impasse dans laquelle, en fait, ils n'ont pas de solution. Parce que s'ils lâchent, c'est terminé. Et s'ils lâchent pas, c'est terminé aussi. En fait, ils n'ont aucune possibilité. Parce que s'ils lâchent pas, c'est la guerre. Oui. Et les Russes vont continuer de les massacrer. Zelensky, il a pas de marge de manœuvre, il attend qu'on lui dise ce qu'il doit faire. On parle pas de négociation d'ailleurs. Mais il y a rien, ça a disparu. Diktat pour imposer une capitulation. Est-ce que ce qui se passe prouve que les Européens ne font plus le poids face à Donald Trump, face à Vladimir Poutine et face aux deux ensemble? Parce qu'on verra plus tard, ils ont clairement dit qu'ils partageaient la même vision du monde. En fait, les Européens et Zelensky freinent volontairement tout véritable processus de négociation, parfaitement conscients du tempérament imprévisible de Donald Trump. Leur pari, c'est de gagner du temps. Soit ils parviennent à le faire changer d'avis, soit un événement majeur sur le champ de bataille obligera Washington à revoir sa position. Mais ces stratégies ressemblent davantage à un aveu de faiblesse qu'à un plan solide. Elle a même très peu de chances d'aboutir, et au fond, ils le savent. Il ne leur reste donc qu'une seule option. Continuer à traîner les pieds en espérant un miracle qui risque de ne jamais venir. Et tout le monde voit bien que les positions de Kiev ne sont, à ce stade, plus vraiment négociables. Les États-Unis se retrouvent donc contraints d'augmenter la pression. Menacés de se retirer des discussions, laisser planer l'idée d'un arrêt du partage de renseignements ou brandir la possibilité d'un désengagement. Autant d'outils destinés à forcer la main à Kiev et à rappeler aux Européens où se trouve réellement le levier de puissance. Et sans l'appui des États-Unis, les Européens seraient incapables de soutenir durablement l'Ukraine. Le vieux continent n'a ni les moyens financiers, ni la capacité industrielle, ni l'arsenal technologique pour égaler l'effort militaire américain. Il sera très difficile pour les Européens d'adopter une position commune sur la question ukrainienne, même au sein d'une prétendue coalition de pays concernés. L'Union européenne reste plus une illusion diplomatique qu'une réalité stratégique.
L'armée russe est une puissance militaire complète. Tout d'abord, la Russie, c'est une vraie puissance militaire, conventionnelle et nucléaire, et c'est quelque chose qui est assumé. En fait, la Russie est construite sur son système de force, et elle y consacre aujourd'hui encore des efforts énormes, colossaux, qu'on a du mal à imaginer. Quand on parle de modèle d'armée complet, en fait, la Russie est un modèle d'armée complet, mais jusqu'au bout des ongles. L'armée russe dispose de tout ce qu'il faut, tout. Ça, c'est la puissance conventionnelle. Ils ont aussi des sous-marins spécialisés, avec des capacités de porter des sous-marins filles, entre guillemets, pour conduire des actions plus précises le long des câbles. Donc tout ceci est extrêmement préoccupant et mérite véritablement qu'on s'y intéresse. Affaiblir l'Europe et démanteler l'OTAN. C'est l'objectif de la Russie. C'est l'objectif de Poutine. Ah, maintenant les Occidentaux changent de disque. Pendant 2 ans, SCI, BFM et toute la clique atlantiste ont joué aux illusionnistes. L'armée russe est à bout de souffle. Ils n'ont plus de missiles, plus de chars. La Russie a perdu 1 million d'hommes. Poutine est isolé et fini. Bref, une propagande de guerre pour endormir l'opinion et justifier des milliards de livraisons d'armes à une Ukraine exsangue. Mais voilà que Thierry, chef d'état-major des armées françaises, nous balance une vérité qu'ils ont enterrée depuis 2022. La Russie est une puissance militaire complète, structurée, massive, intacte, organisée, dotée et déterminée. Et maintenant, il commence à dire tout haut ce que beaucoup disaient tout bas. La Russie n'est pas une armée de clous dans l'ADA. C'est une machine de guerre avec une logistique bien huilée, une industrie militaire relancée et une doctrine qui fait mal. Et en prime, il ose enfin admettre que la France est dans le viseur. Ah bon? Pourtant, on jurait que c'est